Eric Libio, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire Clint et moi, qui est un livre en hommage à Clint Eastwood. Bon, j'ai dit hommage tout de suite, on a l'impression qu'il est mort, mais en tout cas qui parle de Clint Eastwood. Et alors, c'est vraiment un livre qui est très étonnant. Pendant tout le long, je me disais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une déclaration d'amour? Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est un bouquin sur le cinéma? Et donc je me suis dit, bah, en fait, c'est un peu tout ça à la fois. Et donc on va en parler petit à petit. Donc, manifestement, vous êtes très amoureux de Clint Eastwood. Est-ce que c'est un truc Est-ce que le terme amoureux, très épris, oui, non, très fan? passionné par cet artiste, par cet homme, par ce cinéaste qui a parfois été mésestimé, qui a parfois été vilipendé. Alors aujourd'hui, non, tout le monde voit un culte à Clint Eastwood. Ceux-là même qui, il y a 20 ans, lui crachaient dessus. Moi, j'ai toujours aimé ce mec-là justement parce qu'il était pas correct, il était un peu ambigu, on ne savait pas où est-ce qu'il se plaçait. Amateur de western, auteur, amateur de genre, ancien Hollywood ou mec de droite, tout ça. Donc j'aimais bien cette complexité, ce truc un peu bizarre. Et puis il appartient à mon parcours de cinéphile et professionnel, quoi. Voilà, et je pense que. Et puis en plus, il y a eu une photo que ma mère m'a un jour remontrée où on voit mon père qui est déguisé en homme sans nom, le héros de Serge Julian. Donc je me suis dit peut-être que la cinéphilie, parce que c'est aussi un livre sur la cinéphilie, comment on devient cinéphile et le rapport qu'on entretient avec un film, bah, ça remonte à très loin en fait. Pourquoi est-ce qu'on a envie qu'on se fasse raconter des histoires? Pourquoi est-ce qu'on aime des personnages? Pourquoi est-ce qu'on aime des héros gentils ou des héros méchants même parfois? Voilà, donc c'est tout ça que j'ai essayé un petit peu de tricoter. Non, c'est marrant parce que j'y repensais justement et je me disais Clint Eastwood. je- j'aime beaucoup aussi Clint Eastwood et je me Il y a disais, intérêt. sinon je serais pas là sans en parler avec vous. Mais Ah bah si, vous pourriez, au contraire, ça aurait été un débat ouais, virulent. c'est vrai. Non, mais en l'occurrence, j'aime beaucoup. Ceci dit, il y en a des tas que j'ai pas vus, hein. J'ai vu aucun des Dirty Harry. Ah J'ai bon? vu, ouais, ben, c'est comme ça. Moi, je suis vraiment la génération à partir des années 2000, Million Dollar Baby, Mystic Ah oui, River et tout ça. d'accord. Mais je C'est me pas disais, si mal. ouais, c'est plutôt, Pas si mal. c'est plutôt une bonne période. Ouais. Enfin, l'une de ces bonnes périodes, parce qu'il y en a d'autres. Et, euh, et ouais, je me disais, en fait, c'est quand même. Je repensais à ce qui me plaisait dans ces films, et je me disais, c'est quand même très mélancolique. C'est assez triste. C'est des personnages torturés. C'est. Alors, bon, ça pose des questions. Pourquoi est-ce que vous aimez autant vous plonger dans cette atmosphère-là? Mais parce que je crois que les héros qui sont pas tout blancs, qui sont pas sans aucune aspérité, sans aucun défaut, ça m'emmerde un peu, quoi. Parce que je pense que d'abord, on n'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, j'en connais pas, moi le premier. Donc il y a une certaine empathie qui se fait avec ce type-là, qui à la fois est une icône et qui en même temps est pas forcément un mec agréable, quoi. Hmm. Il joue pas forcément les types agréables, donc ça, je trouve ça plutôt bien. Et puis j'aime bien les gens qui, il faut dire que je suis très amoureux aussi du polar, du roman noir. Donc j'aime bien les gens qui sont un peu borderline. Non pas que je veux moi l'être, non pas que j'ai franchi la ligne blanche, mais peut-être que dois avoir une certaine attirance envers ceux qui la franchissent. En tout cas, ça me fascine. Ces gens qui sont capables comme ça d'être d'un côté ou de l'autre, et parce qu'on est quand on regarde un peu objectivement, on peut tous faire des grosses conneries à un moment donné. Enfin, potentiellement, Hmm. il peut y avoir un truc, quoi. Et j'aime bien quand on est un peu sur cette zone un peu orange entre le rouge et le vert, où bah, on sait jamais trop. Ça j'aime bien ces Mais personnages-là. je pense effectivement que c'est les plus grands cinéastes, souvent, je pense à François Ozon, je pense à Pedro Almodovar, on en parlait tout à l'heure, à Bergman, à tous ces grands cinéastes qui est intéressant, Scorsese évidemment, c'est toujours des personnages justement qui sont Hum. sur la ligne et c'est vrai que ça offre peut-être plus de complexité, ça dit peut-être plus de choses sur l'être humain que le héros hollywoodien hyper bienveillant, hyper positif. Alors, vous disiez tout à l'heure que aujourd'hui c'est presque un peu cliché d'adorer Clint Eastwood parce que tout le monde l'aime, mais je crois que alors c'est beaucoup le cas en France, mais par exemple aux États-Unis c'est beaucoup moins le cas. Ah bon, il a deux Oscars, hein, donc ça se passe bien pour lui, mais il fait pas forcément toujours des cartons au box-office, il a pas forcément toujours bonne presse, et je sais pas comment ça se passe dans les autres pays du monde. Est-ce que vous savez en Europe? Alors, je sais qu'il est apprécié par exemple au Japon depuis Lettre d'Iwo Jima, ça oui. En Europe, il est plutôt, en Italie, il est très apprécié, mais la France est le pays du monde où il est le plus apprécié, même comme vous disiez, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Hmm. Aussi parce qu'il a été révélé comme auteur depuis Honky Tonk Man, donc ça fait quand même un certain nombre d'années, dans les années 80.
Et puis la France, c'est un pays de cinéphiles, donc on a tout de suite vu, comme certains critiques des cahiers cinéma ont vu en Hitchcock et Ford et Hawks des auteurs, là, la génération Tavernier, Pierre Rissian, dans les années 70, ont vu deviner en Eastwood quelqu'un de sans doute plus intéressant que le côté Dirty Harry, je flingue partout et je descends tout le monde avec mon Magnum. Voilà, mais dans le monde, oui, c'est quand même la grande star internationale encore aujourd'hui. Et puis aux États-Unis, alors c'est très complexe parce que c'est un pays très complexe. Hein, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire un dessin. C'est quelqu'un qui est très respecté de Hollywood, notamment beaucoup plus démocrate que lui d'ailleurs. Hein. Spielberg, par exemple, il a une adoration qui est quand même le cinéaste démocrate de gauche entre guillemets par excellence. Il adore, il a produit d'ailleurs Clint Eastwood, notamment Iwo Jima, notamment Mémoire de l'Opère. Donc il est très très respecté à Hollywood. Et puis de temps en temps, il leur faut un petit coup de pied au cul, quoi. C'est ça que je trouve ça bien dans American Sniper, alors que moi je trouve pas du tout film d'extrême droite, mais qui a été parfois même en France un peu vu comme ça, en tout cas très militariste, alors que pour moi pas du tout. Eh bien, il a un peu excité. Et ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il a le type, il avait, je sais pas, 85 piges, il a une carrière monumentale, il y a des Oscars, des pognons, il a toute la reconnaissance du monde, et il s'amuse encore, si je puis dire, à un peu emmerder le monde, quoi. C'est ça que j'aime bien, qu'avec son statut, ben, il continue à faire des choses, qui lui plaisent, en disant, je pense que ça va un peu énerver, c'est ça qui m'excite aussi, parce qu'ils sont des histoires qui lui plaisent, et il a envie de le raconter, point barre, quoi. Et ça, j'aime bien cette espèce de volontarisme et de côté, ça me plaît, je le fais. Non, il est très libre. Je pense aussi à son dernier film, je ne sais plus comment il s'appelle, Le Cas, ou L'Affaire. Le Richard G. Wells, ouais. Richard G. Wells. Pareil, qui est très libre dans le ton, dans le propos, et pour le coup, qui s'est complètement ramassé aux États-Unis, qui n'a pas du tout marché. Ouais, c'est très bizarre. Alors, La Mule, c'est un gros succès. Sniper, qui était il n'y a pas très longtemps, c'était son plus gros succès. Et puis il fait encore des films qui sont des bides. Ce qui l'emmerde, enfin je pense que ça l'embête plus qu'il ne le dit, mais ça n'empêche pas de tourner, d'abord parce qu'il a les moyens et qu'il n'a aucun souci. Donc il y a aussi par rapport à ce qu'il fait, c'est je fais ce que je veux, et le public américain, eh ben, il le suit pas forcément, et j'aime bien cette espèce de rapport amour-haine qu'on peut avoir envers lui. Moi c'est plus amour que haine, même s'il m'emmerde des fois, hein, son côté libertarien à droite, ça m'agace. Mais en même temps, je vois bien qu'il assume ses positions, il assume chez soi, il assume ses films, et ça, bravo, quoi. Ça me fait penser à un autre réalisateur américain que les Français adorent et qui est presque moins aimé dans son pays, c'est Woody Allen, et qui est aussi très libre dans ses propos, etc. Je trouve qu'on peut presque mettre les deux en France, un Woody Allen ou un Clint Eastwood, à chaque fois ça fait plus ou moins 1 million d'entrées. Aux États-Unis, ça fluctue vraiment beaucoup, quoi. Oui, bah, Woody Allen a beaucoup moins de succès que Eastwood. Hein. Eastwood est quand même un peu au-dessus, d'abord parce que il a une carrière dont le cinéma s'accorde beaucoup plus avec le cinéma américain, alors que Woody Allen, c'est vraiment le cinéma intello new-yorkais, bavard, enfin parlant, si je puis dire, qui s'accorde beaucoup plus avec le cinéma américain. Eastwood, il est toujours un petit peu entre les deux. C'est pour ça qu'il a encore des liens avec les grands anciens, John Ford, Walsh, Huston. Donc c'est un cinéaste américain. Woody Allen, c'est un cinéaste new-yorkais. Clint Eastwood, c'est un cinéaste américain. Et d'ailleurs, sur les influences, ce qui est intéressant, c'est qu'on associe, beaucoup de gens pensent encore à Clint Eastwood comme l'acteur des films de Sergio Leone. Et finalement, quand on regarde son cinéma, donc on pourrait penser que Sergio Leone a eu une grosse influence sur sa carrière de réalisateur. Et finalement, Clint Eastwood, c'est vraiment le classicisme pur et dur. Donc en fait, on est à des années-lumière des films qu'il a pu faire dans les années 70. Oui, on est assez loin, pas forcément à des années-lumière, parce que je pense que d'abord Sergio Leone a eu une grande influence. Il ne faut pas oublier qu'il a dédié Impitoyable à Don Siegel, qui était effectivement le classicisme et l'art de droite, et à Sergio Leone, qui était le cinéaste baroque par excellence. Donc ce sont des influences un peu antagonistes, un peu paradoxales. Et je pense que le Sergio Leone, même si on le voit moins à l'écran, l'a quand même nourri. Il y a certains films, notamment le Dirty Harry qu'il a réalisé avec des côtés très baroques. C'est à la fois wellsien, à la fois Sergio Leonien. Enfin, il y a des choses très très bizarres, mais c'est vrai qu'il se revendique quand même beaucoup plus d'un cinéma classique
hollywoodiens, John Ford, Walsh. Ford un peu moins qu'on le dit à mon avis, et comme je dis dans le bouquin, à mon avis beaucoup plus près de John Huston que d'autres cinéastes. Et alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que le western, qui est vraiment le genre américain par excellence, finalement, et vous en parlez dans votre livre, n'a pas forcément eu très bonne presse, et notamment, il a quasiment jamais eu d'Oscar, je crois, peut-être avant Impitoyable. Son premier Oscar. C'est ça, hein, il me semble. Et depuis, maintenant, il a quasiment disparu. C'est-à-dire qu'il n'y en a presque plus. Alors, bon, il y avait Cohen, enfin, de temps en temps, Tommy Lee Jones. Voilà, il y a quelques réalisateurs. Il y en a un par an, on va dire, qui sort. Alors qu'à un moment, les westerns, c'était les Marvel d'aujourd'hui, quoi. Enfin, les films de super-héros. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les années 30-50 jusqu'à 59, Rio Bravo, qui est peut-être le dernier grand western classique, en fait, les westerns, c'est l'histoire des États-Unis. Nous, on a Napoléon, Louis XIV, les films historiques. Eux, ils ont le western. C'est comme ça que la nation américaine s'est construite à cette époque-là. Donc, les guerres contre les Indiens, la colonisation, la ruée vers l'or, etc. Donc, c'est le grand genre historique. Et puis, à un moment donné, ils ont un peu épuisé le filon. Puis, il y a une autre génération de cinéastes des années 70, une autre génération de public. Et c'est les films de science-fiction qui ont. La Guerre des Étoiles, c'est un western. Han Solo, c'est le hors-la-loi, c'est le cow-boy. D'ailleurs, il a un flingue comme un cow-boy. Donc, le western a été remplacé par les films de science-fiction. Et la dramaturgie des films de science-fiction, c'est exactement la même que les. Donc, on découvre des mondes inconnus. On part à l'aventure, on part dans l'espace, comme on partait dans la conquête dans l'Ouest, c'est exactement pareil. Les bons, les méchants, les Indiens, les cow-boys, on est exactement dans le même schéma dramatique. C'est juste qu'on s'adressait à un public différent, donc il y avait besoin un peu d'autres aventures. Donc le western a évidemment périclité et effectivement a quasiment disparu. Et Eastwood, parce que c'est un ancien, il a vécu de western, il a commencé par le western dans la série télé, puis Sergio Leone, vous l'avez dit. Donc pour lui, il se devait quand même de. Et puis bon, une fois qu'on a fait Impitoyable, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme des westerns derrière, quoi. C'est le monument. Oui, mais par exemple, je pense qu'il y en avait d'autres, parce que c'est pareil, souvent on dit Impitoyable, c'est le dernier western Non, il y en a eu d'autres, oui. Oui, non, mais surtout, il y en a eu d'autres avant. Quand on pense à La Prisonnière du désert, avec ce John Wayne tout cabossé qui s'éloigne, on était déjà dans, bon, le western, c'est fini, voilà, tout a été dit. Et finalement, des années plus tard, il est encore Impitoyable, donc peut-être qu'il y en a encore. Oui, puis il y en a eu quelques. Alors, effectivement, la Prisonnière du désert, puis même dans les années 70, Willy Boy, Little Big Man, qui sont devenus des westerns assez politisés, en fait. Là, ils se servaient de l'imagerie, de l'iconographie western pour raconter la guerre du Vietnam, la politique aux États-Unis, etc. Donc il y a toujours la métaphore du pays dans lequel ils sont. Et puis aujourd'hui, il y en a un peu moins. Il y a eu un très très bon western, Open Ranch, c'était le western bon, Costner a fait Danse avec les loups, mais il a fait aussi Open Ranch, qui est un western formidable. Maintenant, il y a le remake des 7 mercenaires qui vaut pas grand-chose. Il y a le 3h10 pour Yuma. Oui, il n'y a pas grand-chose, sauf Hostile, par exemple, avec Christian Bale, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui était formidable. De temps en temps, il y en a un. Mais c'est vrai que, oui, le western a quasiment disparu des écrans. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, d'autant que vous en parlez dans votre livre. C'est à la fois... Souvent, les gens peuvent... Enfin, on va dire, les non-cinéphiles vont dire, ok, le western, c'est des cow-boys qui... Oui, ils se ressemblent tous. Voilà, et puis ils sont contre les Indiens, etc. Alors qu'en fait, c'est infiniment plus complexe. Et vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites, le western, c'est vraiment le genre qui traite de la naissance d'une nation, d'une civilisation, donc avec tout ce qu'il y a à dire, c'est-à-dire avec tous les sujets sociétaux, éthiques, etc., qui sont fascinants. Et puis aussi, et vous faites une liste qui est assez marrante, vous dites tous les sujets de philo sont abordés dans le western. Et vous faites toute une liste en reprenant... les vrais sujets de philo, ouais. Ouais. Mais ça, je trouve ça fascinant aussi, parce que c'est pas du tout l'image... Ben non, moi je pense que vraiment... Bon, alors c'est vrai que j'adore le western, mais je pense que parce qu'il parlait, comme vous dites, de la naissance d'une nation, une civilisation, bah, ça pose des problèmes éthiques, moraux, la justice, le bien et le mal, pourquoi est-ce qu'on tue, les luttes de pouvoir, quelle place a des personnages dans une société, comment est-ce qu'on construit une société, puisque c'est ce qui se passait dans les westerns, donc comment on construit des lois, comment on construit une éthique, une morale et tout ça, ce sont des questions qu'on retrouve dans d'autres films, mais en tout cas, d'un point de vue de la réalité sociale, ce sont des questions que les gens de l'époque, à la fin du 19e aux États-Unis, donc entre 1850 et 1900, se sont posées. Quand on fonde un pays, on se demande, ben voilà, quelle est la constitution, l'éthique et tout ça. Et je pense que le western, pas tous bien évidemment,
mais le western est beaucoup plus profond qu'on veut bien le penser, oui. Alors le livre parle aussi de la cinéphilie d'une manière générale, de la vôtre en particulier, avec ce détail donc à l'intérieur du magazine Première, il y avait les affiches de films en petit, alors vous les découpiez et vous les appreniez par cœur, vous essayiez de rivaliser un peu avec, on va dire, le savoir encyclopédique, ou en tout cas de votre mère Ouais, notamment. ouais. Ensuite vous habitez quartier Saint-Germain, vous allez au cinéma avec votre grand-mère, vous pouvez aller voir jusqu'à une dizaine de films par semaine, et vous dites quelque chose d'intéressant, que la cinéphilie, pour vous, c'est pas forcément l'enfance, c'est plutôt de l'adolescence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'en fait, je reprends une phrase de Serge Danet qui dit que la cinéphilie. Serge Danet, c'était un grand cinéaste, journaliste, critique, un des patrons du Cahier du cinéma et puis des pages culture et cinéma de Libération à l'époque. Peut-être le dernier grand critique français, enfin pour moi et pour beaucoup d'autres, qui disait que la cinéphilie était le domaine de l'enfance. Que c'était effectivement là où. Parce que le cinéma, c'est comme un cocon, c'est comme le ventre d'une mère, voilà, il y a toute une métaphore comme ça. Moi, j'ai l'impression que le cinéma, c'est. Alors, il disait, et pas de l'adolescence, c'est une phrase que j'ai jamais comprise. Alors que moi, je pense que c'est l'adolescence, c'est-à-dire c'est là où on commence à se comprendre soi-même, à savoir un peu qui on est, ce qu'on a envie de faire, qui on peut aimer, qui on ne peut pas aimer, les orientations sexuelles, les désirs, etc. C'est plutôt à l'adolescence, me semble-t-il, en tout cas on en est plus conscient que pendant l'enfance. Et le cinéma révèle tout ça, c'est-à-dire que quand on voit un film, eh ben le film se révèle à nous-mêmes et nous-mêmes on peut se poser la question mais pourquoi est-ce qu'on aime tel personnage? Pourquoi est-ce qu'on aime le méchant plutôt que le bon? Pourquoi est-ce qu'on aime la femme plutôt que l'homme ou l'homme plutôt que la femme? Pourquoi est-ce qu'on désire cet acteur-là ou cette actrice-là? Et je pense que c'est des choses dont, à l'adolescence on peut être conscient parce qu'on réfléchit un peu plus à soi-même. Et le cinéma se nourrit de tout ça. Donc pour moi j'ai l'impression que je me suis nourri de cette cinéphilie pendant mon adolescence, au moment où j'essayais de comprendre comment fonctionnait le monde, comment moi je fonctionnais et comment le rapport avec le cinéma, parce que je pense que le cinéma c'est un art très populaire, c'est l'art populaire par excellence, donc il s'adresse à tout le monde, mais je pense qu'un film s'adresse qu'à une seule personne, à celui qui la regarde. Et alors, évidemment, le voisin aussi, ou la voisine, mais on le reçoit différemment. Enfin, en tout cas, il y a des petits morceaux qu'on reçoit d'une façon globale, et puis il y en a d'autres qu'on reçoit que à soi-même parce que ça nous parle de notre enfance, nos parents, nos détestations, je sais pas, la culture, la ville où on a vécu, etc. Et je pense que c'est ça, un grand auteur de film, c'est celui qui semble s'adresser à tout le monde et en fait qui s'adresse qu'à chacun. Je suis assez d'accord avec vous, c'est étonnant, de temps en temps on a des discussions cinéma avec des gens, on se rend compte qu'ils adorent des films, mais pas du tout pour des raisons cinéphiliques, mais juste, ah mais ça me rappelle mon enfance, Oui, ou oui, mais moi aussi je passais mes étés à tel endroit, il y a vraiment quelque chose de très personnel. Votre livre parle également de votre carrière de journaliste. Alors, on a l'impression au début que vous cherchez, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Bon, vous êtes déjà très intéressé par les choses culturelles, les livres, les films, etc. Et on voit un peu votre parcours, alors justement en parallèle avec celui de Clint Eastwood, et d'ailleurs vous faites un peu des blagues là-dessus, sur bon bah là il gagne un Oscar, moi je suis embauché à tel endroit, je sais quoi. Et effectivement, alors comment ça s'est passé? Comment on débarque de sa Bretagne à Paris pour ensuite se retrouver rédacteur en chef adjoint de Première Bon, ou, je vais vous la faire courte quand même. Parce que, on est en fac, je suis en fac de cinéma. C'est l'époque, donc 81, 82, 83, l'époque des radios libres. Donc tout le monde un petit peu en faisait. Et puis dans le milieu universitaire, cinéma, culture, j'ai connu quelqu'un qui faisait de la radio libre. Donc j'étais à Radio Beurre, qui commençait. Et comme je dis, j'étais le seul français de souche. Je déteste cette expression, mais je l'emploie, en tout cas blanc, en tout cas non maghrébin, d'origine maghrébine. Donc il y avait un rapport assez amusant avec tout le reste de la radio. Et puis donc moi je parlais de littérature policière, de cinéma, etc. Et puis petit à petit, après c'est des rencontres, mais je n'ai pas l'impression que ce soit très différent d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, ça va peut-être plus vite ou ça va différemment. Là c'est vraiment des rencontres. Et puis petit à petit, je rentre à Première, je fais les fiches, j'écris moi-même les fiches de cinéma que j'ai apprises par cœur il y a 15 ans auparavant, c'est assez drôle. Et puis à Première, j'y reste 8 ans, et puis après on me débauche pour entrer à l'Express, là j'y reste 20 ans. Et puis petit à petit, je deviens le patron du service culture, et avec toujours le cinéma en ligne de mire. Et voilà, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est de la pratique et puis des rencontres, et puis j'ai appris à écrire sur le tas, et puis j'ai jamais fait d'école de journalisme. Voilà, mais bon, je pense que c'est peut-être un peu plus difficile aujourd'hui
à l'époque, ça aussi c'est une réflexion de vieux con, mais oui, les choses se faisaient plus latéralement. La presse n'avait pas la crise qu'elle a aujourd'hui. Voilà, donc ça s'est fait. Enfin, je touche du bois parce que j'ai rencontré sans doute les bonnes personnes aussi. Hein. Il y a aussi un coup de chance. Il y a peut-être un peu de qualité, mais il y a aussi beaucoup de chance, des rencontres, des hasards, des choses comme ça. Voilà. Et vous dites quelque chose, enfin en tout cas moi quelque chose qui m'a intéressé, c'est on va dire votre liberté de ton. Et par exemple, vous n'hésitez pas à tacler un peu le cinéma français. Donc vous dites quelque chose que je trouve très vrai, c'est le cinéma américain, c'est le mouvement, et le cinéma français, c'est le verbe. Et vous taclez, alors bon, français ou européen, mais vous taclez du Antonioni, vous taclez du Bergman, en tout cas une certaine partie de la carrière de Bergman, de Godard. Vous dites que vous faites Alors, chier. Bergman, je ne le tacle pas. C'est-à-dire, j'ai mis très longtemps à l'apprécier. Ouais, mais vous dites aussi que vous vous ennuyez toujours sur le septième saut. Oui, alors ça. Et Alors, c'est quand quelque Anthony, chose qu'on n'entend pas toujours. ah ouais, mais ouais, bah, en plus, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai dû le revoir il y a 2-3 ans. Je me dis, bon, allez, je vais quand même me retaper le septième saut. Non, mais je m'emmerde, quoi. Ouais, Mais ouais, vraiment, ça m'ennuie. Alors que Sarabande, je trouve que c'est un des plus grands films du monde, quoi. Mm. Son avant-dernier film, c'est exceptionnel. C'est au-delà du chef-d'œuvre. C'est un truc, une intelligence, d'une finesse. Et le septième saut, ça me fait chier. Et Godard, hein, c'est l'inverse, vous dites j'aimais bien avant, Ouais. et puis à partir À de partir tel de film. Passion, j'ai plus compris. Et puis, alors là, Godard, c'est un phénomène un peu en dehors du rapport que j'ai, enfin du rapport que j'avais avec ses films, aimés ou pas aimés. Mais je ne comprends pas, et c'est un peu ce que je reproche à la critique française. La critique française dans son ensemble, en tout cas ceux qui pensent, hein, les Cahiers, Téléramoche, Le Monde et tout ça, dès qu'il y a un truc de Godard, c'est génie. Quoi. Mm. Dire ce type-là, il a réalisé, si on compte les télés, je sais pas, 80 films. Il aurait fait que des chefs-d'œuvre. Mm. Non mais attends, arrêtons de Et déconner. puis des chefs-d'œuvre que personne ne voit, parce que Et même que- un film et- comme L'Adieu au langage, qui gagne un prix à Cannes, etc. Et pourquoi est-ce que personne les voit alors qu'il y a forcément des choses intéressantes. Moi, je suis pas un grand fan du film, mais il y a des choses intéressantes. On sent que le type a un peu réfléchi, quoique des fois, je pense qu'il fait un peu de l'esbrouf en disant de toute manière, tout le monde va crier au chef-d'œuvre. Mais bon, bref. Mais pourquoi est-ce que les gens vont pas le voir? Parce qu'à un moment donné, la critique n'a pas arrêté de dire que c'était génial, donc les gens ils y sont allés. Et puis ils n'ont pas trouvé ça si génial, ils se sont retournés un petit peu après, ils étaient un petit peu moins après, et puis au bout d'un moment, plus personne ne le voit parce que plus personne ne croit les critiques, et c'est ce que je leur reproche, c'est qu'à un moment donné, c'est pas, enfin je considère Godard comme un immense metteur en scène, c'est un type qui a révolutionné le cinéma, tout ça. Mais c'est pas vrai qu'il a réalisé que des trucs bien, arrêtez quoi. À un moment donné, essayez d'être, enfin, voilà, c'est pas que moi je me trompe pas, c'est que j'essaie juste d'avoir un peu de lucidité. Moi, quand je vois un type qui dort à côté de moi, et je l'ai vu en vrai, à un film, et que j'entends à la radio dire que c'est un chef-d'œuvre, ça m'énerve, quoi. Je trouve ça insupportable. Et Parce qu'il fallait aimer ce film-là, il était incapable de se démarquer de ses camarades, ou de la doxa comme ça, critique, alors qu'il a roupillé, quoi. Merde. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas même à tacler votre idole Clint Eastwood, avec notamment son film sur le train pour... Ouais, je sais 13h17 pour Paris. Ouais, voilà. 15h17 pour Paris. 15h17. Mais là encore, il y a une liberté de ton. C'est-à-dire quand même, vous écrivez... En plus, c'est votre deuxième livre sur Clint Eastwood, il y en avait déjà eu un avant. C'est peut-être votre cinéaste favori, l'un de vos cinéastes favoris, et vous n'hésitez pas à dire, bon, celui-là, clairement, il est moins bon, celui-là, il est franchement raté. Bah, oui, parce que je pense que la parole devient crédible si on a un peu de recul critique et si on ne tombe pas comme ça dans une espèce d'amour complètement aveugle. Mm. D'abord parce que je l'ai écrit, qu'il y a des films que j'aime pas de Eastwood. J'aime parfois plus l'homme que ses films. J'aime sa démarche artistique, les films que j'adore vraiment de lui, et puis d'autres où il s'est planté, mais ça me paraît normal. Ça me paraît même la moindre des choses, ça me paraît presque humain. Et puis des fois même que je suis content qu'il s'est planté, parce que je vais enfin pouvoir dire du mal de lui. Mais ouais, 15h17 pour Paris, c'est pas possible. Non, c'est horrible, c'est horrible. Moi, je l'ai même pas vu. Ça me fout les boules de voir un film. Non mais je vous jure que c'est... je l'écris, notamment c'est le plus mauvais d'Eastwood, mais c'est un très très mauvais film en soi. Quoi. Mais c'est insupportable de bêtises et de vacuité et tout ça. Et à côté de ça, il est capable de tourner sur la route de Madison, impitoyable, un monde parfait. Bon. Et même à l'époque, je pense que celui qui fait juste avant 15h17, ça doit être Sully, et celui qui fait juste après, c'est La Mule, qui sont tous les deux très bons. Formidable. Ouais. Donc il y a vraiment un truc de. C'est même pas pour dire il est vieux, il a perdu la patte, exactement, il a plus rien à dire, c'est juste un vrai raté. Bah, il a raté. Moi je pense que.
c'est une opinion tout à fait personnelle, mais je pense qu'il était assez content de se barrer de chez lui pendant 3 semaines, enfin pendant 3 mois, pardon, de faire un petit tour en Europe, d'arriver à Paris, parce qu'il adore l'Europe, Mm. l'Italie, parce que le film, ça passe en Italie, puis après en Allemagne, et puis après à Paris. Je pense que c'est ça qui l'intéressait. Il l'a fait pour les mauvaises raisons. Vu sa carrière, vu l'intelligence du type, qu'il se rende pas compte que le scénario est naze, j'y crois assez peu quand même. Mm. Donc il avait juste envie de se marrer, quoi. Ok. Ce qui a été critiqué, ou en tout cas pointé du doigt de temps en temps, c'est dire comme il n'utilise pas des acteurs professionnels, qu'il utilise des Marines dans leur propre rôle, certaines personnes disent bon bah c'est pas des acteurs, donc forcément le film en pâtit. Mais j'ai l'impression que finalement ça vient même pas de ça. Non, c'est pas ça. Alors, ils sont pas aussi bons que Gene Hackman ou Al Ouais. Pacino. Puis, le thème, on comprend pourquoi est-ce que ça intéresse Eastwood. Eastwood, depuis des années, et notamment les dernières, il s'interroge sur la place du héros américain. Mm. Qu'est-ce qu'un héros américain? Qu'est-ce qu'un personnage dans un film? Comment est-ce qu'on peut tous les jours construire sa propre vie en étant héros? Et c'est vrai que ces types-là, ces trois mecs, faut leur reconnaître ça quand même, ils ont été des héros, ils ont arrêté un attentat dans le Thalys. Donc on comprend que ça l'interroge quand même. Voilà, est-ce que c'est des héros ils sont occasionnels ou est-ce que c'était l'étoffe des héros? Et bon, on comprend que le sujet. C'est juste que le scénario est tellement insipide qu'il s'interroge, une fois qu'il a posé la question, il ne sait même pas d'y répondre, il s'en fout complètement en fait. Mm. Je ne crois pas que ce soit lié, parce qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, les trois mecs, ça va, il y a eu pire comme non-acteurs professionnels. Et puis peut-être qu'il a voulu prendre des acteurs professionnels qui ont lu le scénario, qui se sont dit mais jamais de ma vie, ça j'en sais rien, mais C'est possible. peut-être que c'est possible. Mais je pense que le gros défaut du film n'est pas dans le fait d'avoir pris des vrais héros, parce que là aussi c'était un choix artistique, je pense. Justement, on prend des héros, ils ont été héros dans la vie et on les prend dans le film. C'était pas mal comme jeu de Faire miroir. des héros de cinéma. Voilà, des héros de cinéma. Mais voilà, le truc ne fonctionne pas du tout. Bon, arrêtons de parler de ce film, ça me fait dire. Et alors vous dites une dernière chose, et je pense que ce sera le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que vous faites la différence entre la critique et la chronique. Et vous parlez de ça, comment dans votre carrière, à tâtons, vous avez essayé de voir ce qui vous intéressait réellement, en fait, quand vous parliez de cinéma, et vous dites finalement que la chose la plus intéressante, c'est la marque que laisse un film sur le spectateur qui la voit. Je voudrais bien que vous en parler un peu, je trouve ça très intéressant, surtout pour un critique de cinéma, justement. C'est-à-dire que la critique telle qu'elle est un peu définie comme étant le parangon comme ça de la vie professionnelle, c'est censé être un peu objectif, avoir du recul, essayer de donner au masse qui pense ou au masse qui pense pas en l'occurrence, voilà ce qu'il faut penser d'un film, voilà ce qu'il faut aller le voir ou n'aller pas le voir et tout ça, une espèce de côté un peu professoral qui m'énerve. Moi ce que j'aime dans la chronique, alors évidemment, c'est plus intéressant à écrire parce que c'est un truc un peu d'humour, c'est un truc très personnel, donc ça flatte l'ego, en l'occurrence le mien. Bon, en tout cas, celui qui l'écrit, il faut être tout à fait honnête avec ça et que c'est plus agréable à écrire et tout ça. Puis j'aime bien, bon, parce que j'aime bien avoir un ton, j'aime bien. Mais je pense que c'est aussi une façon de personnaliser le rapport que j'ai avec un film. Et de dire, attendez, moi je vous dis que j'aime bien le film, mais c'est pas pour ça que vous l'aimerez, tout ça. J'essaye juste de vous dire pourquoi est-ce que ça résonne, il y a un truc qui se passe à moi. Donc forcément, c'est au jeu. Aucun critique n'écrit avec le jeu, alors que ça transpire de tous les côtés. Évidemment que c'est jeu, que j'aime ce film, qu'on l'a rien marqué, parfois nous, l'auteur de ces lignes, enfin tu vois, c'est juste des. Alors que c'est jeu, évidemment que c'est tout le temps jeu. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut l'assumer. Alors moi, on m'a donné le droit de le faire, je reconnais que, et je remercie mes grands chefs dans les journaux, notamment à l'Express, de me l'avoir permis. Mais je pense que, ce qu'on disait un petit peu au début, on a un rapport très personnel. Tout le monde a un avis sur un film. Évidemment, le mien, il vaut comme le vôtre, comme n'importe qui. On aime, on n'aime pas. Le mien est pareil. Hein. C'est juste que, j'ai vu peut-être un petit peu plus de films que d'autres. Peut-être pas que vous, mais en tout cas que la plupart des gens quand même. Quand on voit 12 films par semaine, à un moment donné, ça commence à s'accumuler. Et que peut-être que je sais un peu mieux formaliser mon avis, parce que c'est mon boulot et que voilà. En dehors de ça, mon avis vaut n'importe quel autre. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un peu paradoxal, mais plus je suis personnel, plus les gens, me semble-t-il, plus les lecteurs, me semble-t-il, vont considérer que c'est moi qui pense ce que j'écris, et qui donc ne vont pas forcément se dire ah oui, il a raison, c'est le truc et tout ça. Voilà. Peut-être que je vais leur donner un peu envie d'aller voir le film ou deux trois idées sur lesquelles ils vont ah oui, c'est vrai, c'est peut-être pas idiot ou ça, c'est complètement con, j'en sais rien. Mais disons que plus on est, me semble-t-il, plus on est, c'est un peu les films, hein, on croit que ça s'adresse à tout le monde et en fait ça s'adresse à un seul réalisateur. Et là, en écrivant une chronique, plus je suis personnel,
plus, me semble-t-il, d'abord, ça fait moins professoral, et peut-être que le lecteur se sent petit peu plus engagé à penser ce qu'il pense, et non pas à ce qu'on lui inculque en disant, bah voilà, c'est ça qu'il faut penser, c'est moi qui ai raison, et tout ça. Ce qui m'a toujours un peu gonflé. Donc, l'idée de... Et puis en plus, me semble-t-il, lire une chronique, il y a un peu d'humeur, il y a parfois un peu d'humour et tout ça, donc ce que j'aime bien faire, et si c'est réussi, je pense qu'à lire, ça doit être plus sympatoche, quoi. C'est pour ça que je fais ça. Mais d'un coup, ça me fait penser à, effectivement, c'est souvent plus prescripteur lorsqu'un proche, un ami, qui n'est pas forcément professionnel, nous encourage à aller Bien voir un sûr, film, ouais. plutôt qu'une critique Ouais. qui vient tout détailler plan par plan pour nous expliquer pourquoi c'est génial. Donc finalement, peut-être que la chronique joue un peu ce rôle. Et donc la chronique, c'est aussi un exercice de lecture. Et moi, j'aime bien quand les gens ils sont pris à lire un truc, après qui vont voir le film ou qui vont pas le voir, s'ils vont le voir, tant mieux. Si je le défends, si j'aime et tout ça, je suis très 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 content. Mais ce que j'essaye d'abord, c'est avoir le plaisir de l'écrire et faire en sorte, si je peux, qu'on ait plaisir à le lire. Après, le cinéma, c'est un peu autre chose. Voilà, c'est aussi un exercice stylistique, journalistique, et ça, j'aime plutôt bien, quoi. Dès qu'on peut lire des choses, voilà, faut pas s'en priver. La lecture est quand même un moment. Bon, le cinéma, c'est bien aussi, mais la lecture, c'est pas mal. Merci. Merci.